Bon matin, mesdames, messieurs. Bienvenue à ce dimanche, la 48e édition du Grand Prix de Trois-Rivières. Mon nom est Justin Baudin, en compagnie de Monseigneur Marc Quentin. Marc, bienvenue aujourd'hui pour cette belle journée qui s'annonce au Grand Prix de Trois-Rivières. Et nous, on a le privilège de débuter cette journée avec la série Prototype Challenge, la première de 2 épreuves au courant de cette journée. Oui, en fait, des épreuves d'1 heure, des voitures rapides, des voitures faites pour l'endurance. On les voit d'ailleurs à l'image actuellement. Et il y a 2 catégories de ces voitures-là. Il y a les LMP3. Ça veut dire Le Mans Prototype niveau 3 parce qu'il y a des LMP1 et des LMP2. Et on est rendu à LMP3. Ce sont des voitures avec des moteurs de 5 litres, bridés à peu près à 435 chevaux. Et avec des boîtes manuelles, mais avec des palettes pour passer les rapports, et des voitures fermées qui sont absolument magnifiques et qui rappellent les vieilles Can-Am du bon vieux temps avec des moteurs V8. Le son du V8, il n'y a rien qui remplace le son du V8 dans les rues de la ville ici. Ça, c'est la catégorie LMP3. Les voitures sont fermées et elles sont absolument magnifiques. Oui, alors qu'on voit tout juste derrière, là, notamment la voiture numéro 7, ça, c'est les voitures MPC qui sont propulsées par un moteur Mazda de 4 cylindres. Alors, les voitures qui sont quand même faciles à différencier. Voitures à cockpit ouvert pour les voitures à 4 cylindres et voitures à cockpit fermé avec le pare-brise pour les rugissants V8. Alors, beaucoup d'actions à prévoir pour cette finale, alors qu'on aurait tendance à penser que les voitures LMP3, avec leur puissant V8, auraient dominé leurs adversaires, leurs petits frères sur les voitures 4 cylindres. Eh bien non, pas ici sur le circuit de Trois-Rivières avec les virages qui constituent le circuit. Eh bien, on a quand même des temps très similaires entre les 2 types de voitures. Et on l'a vu lors de la séance de qualification hier, alors que dans les dernières minutes de la séance, Kyle Mason, à bord de sa voiture numéro 18 MPC à 4 cylindres, est bien venu décrocher le meilleur temps et la pole position de cette séance de qualification, tout juste devant la voiture LMP3 numéro 8 de Kenton Koch. Et la 3e voiture, c'est une LMP3 également, Colin Thompson, dans la Calimos Road and Race numéro 14. Alors, pendant ce temps-là, vous voyez sur le circuit les voitures qui sont derrière la voiture de tête. Alors, le circuit qui est partiellement humide par endroits, alors qu'on a connu un peu de pluie au courant de la nuit. La journée qui s'annonce belle, alors qu'on annonce des dégagements. Le ciel qui est partiellement couvert présentement. Alors, on devrait avoir une très belle journée de course ici à Trois-Rivières, mesdames, messieurs. Pour les gens qui sont sur place, vous avez fait le bon choix de vous présenter ici. Pour les gens qui nous suivent sur fanschoice.tv sur le web, eh bien, finissez vos toasts et vos œufs et amenez-vous ici à Trois-Rivières parce que je vous garantis, c'est une journée épique aujourd'hui qui se déroulera ici sur le circuit trifluvien. Alors, les voitures sont lancées, elles sont toutes sur des pneus secs, mais par contre, comme le 46 vient de faire la preuve, je ne l'avais pas vu, on dérape surtout en accélération. Là. Il y a un différentiel autobloquant. Et si tu embarques sur l'accélérateur un peu trop fort, bien là, ça part en travers et puis il arrive ce qui est arrivé. La chose importante, c'est qu'au cours de la course, la piste va graduellement s'assécher et vous allez voir les voitures avec des pneus secs vont chercher les lignes sèches et commencer à accélérer. Vous voyez déjà, ça commence. C'est magique comment des pneus lisses sont capables d'extirper l'eau de la piste et de l'envoyer derrière les voitures en l'air. Et puis, ça facilite et ça accélère l'évaporation. Oui, les lumières sur la voiture de tête sont éteintes, donc on va être prêt pour le départ dans quelques instants. Alors qu'on voit les voitures zigzaguer pour tenter de monter les pneus en température pour le départ qui devrait être donné dans quelques instants. La voiture numéro 18 de Kyle Mason qui va donner le tempo à ce départ. Donc, on va partir en double ligne alors que Kenton Koch est à l'intérieur de la voiture numéro 8. Alors, regrouper toutes ces voitures. Présentement, on a 16 voitures sur le circuit. Alors qu'on s'amène sur la ligne de départ arrivée. Surveillez bien le signaleur. C'est vert, c'est parti. Bonne course, mesdames, messieurs. 45 minutes. On est à 3 voitures de large dès le départ. Aïe, 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 dans le virage numéro 1 du stade de baseball, beaucoup d'action dès le lancement d'épreuve. Alors, 4 voitures. Et ça s'est touché! Oh! Oui, alors malheureusement, au premier tour, ça se touche. Le 72, Stadio Otis, ça, c'est celui qui a frappé le mur hier.
Tazio Otis qui a remonté la voiture hier dans la journée, Oui. mais on a eu un autre contact aussi à l'avant du peloton entre Kyle Mason et je crois que c'était Koch. Regardez bien le Koch qui a serré, alors qu'on va nous montrer encore une fois la 72 là, à l'arrière du peloton. Aïe, 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 on n'a pas pu éviter là, la voiture numéro 11, Robert Mason, qui est venu percuter là, la 72 qui était partie en dérapage. Tazio Otis, on avait eu beaucoup de travail à faire hier au courant de la journée sur la voiture 72 de toute l'équipe qui avait travaillé très fort, Marc. Toute sa suspension du côté gauche était amochée. Ouais. Ce qui avait causé l'accident, c'était un bris de suspension à l'avant droit qui a causé la perte de contrôle. Et là, Tazio était allé frapper le mur. On a aussi brisé la boîte de vitesse en 2 morceaux. Il a fallu trouver une autre boîte de vitesse, mais on a tout trouvé ça. Alors lui, 72, là, la suspension est faussée. C'est un week-end à oublier pour l'équipe 72, il faut le dire. Trois-Rivières qui n'est pas très... Et c'est de sa faute. Hein? C'est lui qui s'est glissé à l'intérieur, puis où il n'y avait pas de place, il n'y avait pas d'affaire à aller mettre le nez là. C'est un manque d'expérience net de la part du pilote. Pendant que Mason, lui... J'aimerais qu'on, si c'est possible au niveau de notre équipe technique, de nous amener sur le départ. Voyez-vous, on était à 3 voitures de large. Regardez la jaune là, qui... Ah non, qui s'est fait fermer la porte. Ben oui, on s'est fait fermer la porte pour Tazio Otis. Malheureusement, Robert Mason dans la voiture 11, on n'a pas pu éviter la voiture 72. Mais quand on était dans le virage numéro 1, on a vu à l'avant Kyle Mason en voiture 18 et la 8 de Kenton Koch au freinage. Voyez-vous, là, la 18 qui est rentrée dans les puits pour travailler sur la voiture. Si c'est possible de nous remontrer cette séquence-là, alors que la 8 avait semblé fermée là, dans le virage numéro 1, dans ces environs-là, tout juste avant la porte du Plessis. En tout cas, on avait semblé avoir eu un contact. Et oui, parce que la 18 est rentrée dans la ligne des puits. Oui, aïe, aïe, ça va coûter cher à... Oui, c'est exactement. J'allais dire, les voitures 8 et 17, les 2 premières voitures, appartiennent à la même équipe, Performance One. Et ces gens-là, l'équipe n'existait pas il y a 6 mois. On a décidé d'aller aux courses et en 6 mois, on s'est équipé de 2 camions d'un atelier et on a des 2 voitures et les 2 voitures fonctionnent. Les voitures sont très rapides et puis, vous voyez, 1-2. Radzinski, c'est le Canadien qui en est à sa première course dans cette catégorie-là et il a couru en Nissan aussi, en Micra. Et il est ici encore dans l'autre voiture. Alors, beaucoup de temps de piste pour Radzinski. Et très, très bon jeune pilote, très prometteur. Radzinski qui a couru notamment à la Race of Champions à Miami au mois de janvier dernier, représentant le Canada en compagnie de James Hinchcliffe. Alors, c'est une course qui regroupe les meilleurs pilotes au monde, notamment les fameux frères Bush qu'on connaît en série NASCAR aux États-Unis, qui représentaient les États-Unis. On a David Coulthard, plusieurs pilotes de différents pays comme ça qui participent à cette course hors série prestigieuse qui a lieu tous les hivers. Oui, dans toutes sortes de pays. Ça a eu lieu à la Barbade, ça a eu lieu en Allemagne, en France. Il me semble qu'une année, c'était en Afrique du Sud. Et l'an passé, c'était aux États-Unis. Oui, c'était à Miami au mois de janvier dernier, oui, Miami. Alors que les lumières sont éteintes, donc on va donner le drapeau vert dans quelques instants. Alors, journée difficile pour les Mason père et fils. Kyle qui avait décroché la pole position, qui est présentement dans les puits à travailler sur la voiture. Robert, lui, la voiture 11 qui est entré en contact avec la 72 au départ. Alors qu'on va donner la relance en file indienne comme c'est l'accoutumance dans cette série. Alors, on va retrouver Kenton Koch dans la voiture numéro 8 en tête, suivi de Stefan Radzinski dans la 17, Chris Wright en 3e. On donne le vert, c'est reparti cette épreuve avec un peu plus de 40 minutes à compléter dans cette première finale de la journée. Mesdames, Messieurs, beaucoup d'actions à prévoir. On vous le garantit ici même à Trois-Rivières tout au long de la journée. Beaucoup d'excitantes épreuves à vous présenter. Et regardez Koch qui va probablement se pousser un peu de Radzinski, mais Radzinski va surtout le surveiller et apprendre. Et l'autre chose, c'est qu'il fait attention, c'est mouillé. Alors, on rejoint immédiatement André dans la ligne des puits. C'est un long arrêt, pour ne pas dire interminable, pour l'Américain Kyle Mason. On est présentement à s'affairer sur le système de freinage à la gauche. Et également, les mécanos se sont également affairés
sur les pneus arrière. Donc, malheureusement pour Carl Mason, eh bien, c'est un arrêt qui va coûter extrêmement cher pour lui aujourd'hui. Ah, merci André. Oui, Carl Mason, ouf, ça c'est dommage parce que c'était un sérieux candidat à la victoire. Là. Oui, c'était le plus rapide des pilotes sur les petits prototypes Mazda, les prototypes ouverts. Pendant que maintenant, le plus rapide, c'est le numéro 7. Alors, Chris Wright, qui était qualifié 4e hier. Donc, à mesure qu'il commence à prendre la machine en main, il va peut-être être capable de suivre du moins les premiers prototypes, là, LMP3, à mesure que la piste va s'assécher. Par contre, on ne sait pas s'il va être capable de les suivre ou même les doubler. Regardez comment les voitures font une bonne job d'assécher la piste. Ben oui, là, présentement, on voit là, que les pneus montent en température sur le circuit. On va voir là, graduellement les temps s'abaisser, alors que Kenton Koch, le pilote de la voiture numéro 8, détient le meilleur chrono jusqu'à présent, 1:09.557. Stephen Razinski, qui n'est non loin derrière avec 1 seconde d'écart environ. Dans la voiture numéro 17. En 3e, Chris Wright dans la 7 et Colin Thompson dans la 14 en 4e place. Alors qu'on voit à partir de la 2e, 3e et 4e position, c'est très serré. C'est ce qu'on nous montre à l'écran. Alors que la voiture 7 là, de Chris Wright qui pourchasse sans relâche la voiture numéro 17 de Razinski. Ouais, moi, ce que j'aime voir, c'est que Colin Koch, il a tourné hier en qualification 1:07,8 et là, il vient de tourner 1:07,8. Alors, imaginez, pendant qu'il y en a un ici qui devait faire une petite excursion. Stephen Dawes qui... on a allumé les pneus au freinage. Oh, il a bien fait ça. Très bien fait ça. Oh, on est venu bien près d'entrer en contact. Oui, mais le problème, c'est qu'il ne voyait pas la voiture qui était à sa gauche parce que le siège avance de chaque côté et tu es attaché avec la hanche puis tu n'es pas capable de te tourner. Tu ne le vois pas dans le miroir, le gars est à côté de toi. Et lui, il se laissait circuler pour pouvoir repartir vers l'avant et continuer. Puis il ne voyait pas que l'autre continuait à côté de lui. Si l'autre avait arrêté, il aurait pu passer, couper devant, mais là, il est obligé d'attendre, puis d'attendre, puis d'attendre, aller se faire porter très loin. Proche de la clôture. Alors, Colin Thompson dans la voiture numéro 14 qui vient tout juste de doubler la voiture numéro 7 de Chris Wright. Alors qu'on retrouve 3 voitures LMP3 en avant de peloton. Alors, Chris Wright qui vient de perdre une position. La meilleure voiture jusqu'à présent MPC, c'est la voiture numéro 7 qui vient en 4e position. Et Colin Thompson est un pilote qui court au moins sur 4 catégories. Dans d'autres séries de courses aux États-Unis, toutes semi-professionnelles ou professionnelles, et un jeune qui promet beaucoup et qui est très efficace. Et regardez où les voitures passent toutes exactement à la même place. On se sert du mur. Vous avez vu le resserrement à la sortie de la porte du Plessis, et tout le monde est obligé de continuer à tourner vers la gauche, plus loin que l'axe de la route. Et au freinage, non. Malgré que le fait que les petits aiment ça, en début de course comme ça, sont beaucoup plus efficaces au freinage. Le problème, c'est qu'on se rappelle l'an passé, ces voitures-là avaient eu des problèmes de frein. Il y en a eu 3-4 qui s'étaient éliminés à la toute fin de la course. Et on a modifié, on a ajouté des tubes de ventilation pour refroidir les freins. Heureusement, il ne fait pas trop chaud aujourd'hui, donc on ne devrait pas avoir de problème avec les 45 minutes. D'abord, tu le sais, parce que la pédale commence à mollir. Puis deuxièmement, il fait frais. Et puis en plus de ça, il ne roule pas tout à fait à pleine vitesse. Je viens de vérifier. Là, non, ça roule à peu près à 1 seconde des temps. Donc ça roule vraiment très rapidement. Mais bon, ceci dit, j'espère qu'il n'y aura pas de problème en fin de course. Alors, Koch, qui est notre meneur depuis le début de l'épreuve, qui creuse l'écart avec la 2e position détenue par Stephen Razinski. On est pratiquement à 3 secondes d'écart entre le premier et le 2e jusqu'à présent. En 3e position, Colin Thompson, qui est, lui, l'actuel meneur au championnat des pilotes dans cette catégorie. Non loin derrière, Kenton Koch, qui, lui, est en 2e position au championnat. Mais il faut dire qu'on a manqué la première épreuve de la saison à Sebring, si je ne m'abuse, justement parce que l'équipe était en préparation. L'équipe qui a 6 mois d'âge environ, comme vous le mentionnez. Bien, c'est ça, on a manqué la première épreuve. On n'était pas tout à fait prêts. Donc, malheureusement pour Koch, c'est ce qui lui fait qu'on est en 2e position présentement au championnat des pilotes. Mais selon les officiels, on soupçonne fort que encore quelques bonnes courses d'ici à la fin de la saison, dont le petit Le Mans, la course à Road Atlanta,
qui est une course qui c'est 1000 km, ça dure à peu près 6 heures, le jour et la nuit. C'est une course idéale pour le genre de voiture fermée, là, pour les LMP3, comme on en voit 3 de fil derrière nous ici. Et puis, superbe piste pour aller s'amuser, c'est roulant. Il y a des virages rapides. Il y a des virages lents, mais il y a une couple de virages assez rapides où tu peux t'amuser fortement à Road Atlanta. Alors, la piste qui continue de s'assécher pour les prochaines épreuves de la journée. Notamment à 10 h, on aura une course de la série Porsche GT3 Challenge Coupe Canada. Oh! Qu'est-ce que tu allais faire là? Oh. Qu'est-ce que tu allais faire là? Ça, c'est le numéro, attendez qu'on le voit là. On avait la 14 de Thompson qui était dans... Oui. Alors là, il n'y avait pas d'ouverture. Je pense qu'ils se sont tout de même touchés. J'essaie de savoir quelle voiture. On allait prendre la deuxième place de Razinski. Oui. C'est Thompson à l'intérieur, regardez bien. Alors qu'on avait une voiture retardataire, je crois. Il a touché à Razinski, en fait. Il a juste touché un petit peu. Mais excuse-moi, là, Thompson, c'était une gaffe que tu viens de faire. Calme-toi. On avait un retardataire qui venait un peu brouiller les cartes à l'avant. Oui, en plus de ça. Et quand tu essaies de prendre avantage du fait qu'il y a de la circulation devant toi, prépare-toi des fois à avoir de l'imprévu parce que ça se touche. Surtout si un des pilotes, celui du milieu, il sait qu'il y a quelqu'un à l'intérieur qui essaie de le doubler. Il ne veut pas se faire doubler. Il est en train d'essayer de doubler le gars à l'extérieur. Il est pas mal occupé. Et puis, tu n'as pas d'affaire à aller te mettre le nez là parce que c'est trop facile. Les voitures coûtent trop cher pour aller... on parle $250 000 pour ces voitures-là. Et puis là, il réplique, mais ce coup-ci, ça va être facile parce que Razinski dit « OK, correct, t'es plus vite que moi, vas-y. » Oui, c'était la voiture numéro 3 de Naj Hussein qu'on voit là, présentement. La Thompson qui est venu à bout de le doubler alors que Chris Wright est tout juste derrière dans la voiture numéro 7. Alors, on a pu apercevoir à l'écran aussi la voiture numéro 18 de Kyle Mason qui est de retour en piste après avoir connu un début d'épreuve plutôt catastrophique à l'entrée du virage numéro 2 avec un contact avec la voiture numéro 8 de Kenton Koch. Oui, et un autre fait à noter aussi, c'est que des catégories comme celle-là, avec des voitures faites pour rouler, c'est aussi des voitures qui sont faites pour des jeunes qui sont en train de monter et qui ont un peu d'expérience, qui ont fait de la Formule 2000, qui ont fait des séries de gens-là et qui viennent ici avec une vraie voiture de course pour continuer à apprendre. Ce qui arrive, c'est que quand ils sont jeunes, c'est que des fois, ils vont s'aventurer dans des places où ils n'ont pas d'affaires. Comparez ça avec plus tard en après-midi, quand on va voir les NASCAR, et regardez le groupe de tête de NASCAR. Il n'y a pas grande erreur de la part des pilotes. Tout le monde sait comment faire. En début de course, tu n'essayes pas de faire un trou puis de rentrer dans quelqu'un parce que tu sais que tu vas aller le chercher plus tard. C'est Andrew Ranger qui me parlait de ça hier, que quand le code de déontologie va bien en NASCAR, les gars se connaissent. DJ Cannington, c'est pas un fou, ça fait 30 ans qu'il fait de la course. Et Andrew, ça fait des années qu'il fait de la course. Ses frères Dumoulin, c'est pareil. Et ces gens-là, ils taguent. Et ces gens-là savent quand pousser et quand se retenir. Des fois, ils ont des petites ruptures du circuit puis ils vont pousser un autre pilote, mais règle générale, ils savent ce qu'ils font. Et des situations comme ça n'arrive pas souvent. Alors, pendant ce temps-là, la voiture numéro 13 de Gary Gibson, là, qui est tout juste derrière la voiture numéro 17 de Stefan Razinski. Alors, Gibson qui complète le top 5 jusqu'à présent. Razinski qui a perdu 2 positions dans les derniers tours aux dépens de Thompson et de Chris Wright. Alors, Colin Thompson qui se retrouve en 2e position et Chris Wright qui a repris cette 3e place qu'il avait laissé filer auparavant. On tourne sur le circuit et on peut voir là, que la ligne de course est pratiquement asséchée. Alors, on peut assister à de très bons temps. Jusqu'à présent, 1.7.426 pour notre meneur Kenton Koch, lui qui est le seul pilote sous la barre des 1.8 présentement. Non, c'est pas vrai, je vous induis en erreur. Il y a également Chris Wright qui a fait sous les 1.8 avec 1.7.602. Et ça, c'est avec la petite voiture. Alors, s'il réussit à mettre la patte devant les autres, ben, regardez ici. Oh! C'est dans les virages que ça joue. Oh! Oui. Et on va tasser légèrement Razinski pour Gary Gibson. Et la voiture numéro 13 qui vient subtiliser la 4e position au Canadien Stefan Razinski. Alors Razinski qui fait attention à sa voiture, qui va laisser passer des gens qui sont manifestement plus rapides que lui. Il est en train d'apprendre, c'est sa première fois. Et on surveille. Regardez bien là, comment on s'y est pris.
Ben, on a poussé vraiment le Gibson, on a poussé sa machine au maximum à l'entrée du virage. Ben, ce qui est arrivé surtout, c'est que Razzedicki l'a vu. Il l'a vu dans le miroir et il a dit, bon, OK, il est rendu là, il est rentré, je vais me tasser un petit peu à droite et je vais le laisser passer, plutôt que d'essayer de l'obtenir et qu'il me rentre dans la porte. Ben, c'est ça, on aurait pu fermer la porte, mais le contact aurait été négatif. C'est pas bon. Quand tu ramènes la voiture amochée, tu n'es jamais très populaire dans l'équipe quand tu reviens après la course. Malgré que cette équipe-là est très bien équipée, ils ont toutes les pièces dont ils ont besoin, c'est pas une raison pour utiliser la voiture. Alors, Razzedicki est intelligent. Razzedicki sait qu'il va être là pour longtemps. Écoutez, il est rendu 5e, mais il tourne des 1-10. Il manque encore 2 secondes, selon moi. Il devrait tourner dans les 1-8 en fin de course ou probablement en fin de la deuxième course, en fin de journée, ici, après la course NASCAR. Il devrait rentrer dans les 2008. Et prenez des notes pour voir si je prends des chances, si je vais mentir ou si je vais avoir raison. On le verra. Ben écoutez, Marc, on est encore loin des temps de vendredi en essai. Parce que c'est sûr que vendredi, la température était là, mais on avait fait des 1-2 du côté de Kenton Koch et de Kyle Mason. Et écoutez, mais ça, c'est l'humidité. C'est l'humidité de la piste. La qualif hier, des 1-7. Presque 1-8 pour on avait quand même une piste qui était relativement semblable hier, là, avec de l'humidité comme ça, puis surface mouillée par endroits. Mais peut-être qu'en fin de journée, là, si on a un beau soleil là, qui peut subvenir à nos besoins tout au long de la journée, qu'on peut éclairer un peu les nuages et que le soleil surplombe la piste de Trois-Rivières, eh bien peut-être qu'en fin de journée, on pourra assister à encore de meilleurs temps du côté des voitures prototype Challenge. Bon, il y a une autre chose un autre facteur que l'équipe doit décider. Des circonstances comme celle-ci, tu pars avec quelle pression de pneus? Parce que voici ce qui se produit. Un pneu, c'est un ressort. C'est vraiment un ressort pendant que oui, regardez, Wright, qui est en train de est-ce qu'il vient de doubler Thompson? Ben oui, je crois qu'on vient de faire la barbe à Colin Thompson. Regardez bien dans la porte du Plessis. Non, c'était la voiture numéro 3, le Nage 5, qui est tout juste derrière, qui lui accuse un tour de retard. Oui, alors écoutez, je reviens à mes pneus. Il fait frais aujourd'hui. Alors, les pneus ne sont pas aussi chauds qu'ils le seraient normalement. Idéalement, quand tu as un pneu qui est chaud, qui monte en température, il colle et il est un ressort de la bonne tension. Alors, la voiture fonctionne à son maximum quand c'est sec et c'est chaud. Ce matin, on est parti avec des pneus froids. La piste est encore froide, donc les pneus ne montent pas en température autant qu'ils devraient pour rouler de façon idéale. Alors, ce qui se produit, c'est que même si ça redevient sec et chaud, tu ne rouleras pas aussi vite que le 1-2 d'hier parce que tu es parti avec des pressions de pneus qui sont différentes et qui ne montent pas aussi haut. Alors, c'est comme la décision que tu prends. Est-ce que je dis, ça va sécher? Le chef d'équipe, dans sa pensée, dit, est-ce que ça va sécher? Puis je vais mettre plus d'air dedans parce que je sais que ça va... Pardon, il fait frais, puis je mets plus d'air. Mais par contre, les pneus vont pas être efficaces sur le sec ou il va faire soleil, il va faire chaud. Je pars avec des pneus plus bas en pression, puis les pneus vont monter à mesure que la chaleur monte, puis là, la voiture va être optimale. Alors, tu as des décisions à prendre. Les gens de NASCAR vont être obligés de prendre les mêmes décisions tout à l'heure. Et une chose que vous n'aurez jamais de la part d'un chef d'équipe, c'est quelles sont ses pressions de pneus quand il prend le départ de la qualif ou de la course. Il ne vous dira jamais. C'est du secret de mieux garder. Ça, on en a un bon exemple, justement, des pneumatiques, tout dépendant du pilote et du chef d'équipe. Dans Days of Thunder, avec Cole Trickle, on l'a vu, le Robert Duval, il lui a donné des bons conseils et on a vu que Cole Trickle a remporté le championnat des pilotes dans Days of Thunder. Ah oui, c'est reality television dans son meilleur. Hein? Ben oui! mais oui... Hit the pace car! Les pneus, ça demeure pas un casse-tête, mais ça demeure un challenge et c'est un des outils très importants qui contribue à une victoire. Et puis, regardez, sur les relances, s'il y a des relances, là, les pneus baissent en température normalement et les voitures sont moins rapides et ça patine de la voie plus facilement. On va le voir plus tard en après-midi sur les relances. Et aujourd'hui, le Mustang, c'est encore frais. Les pneus ne sont pas montés en température, c'est certain. On a encore 25 minutes à faire dans cette première finale de la journée. Alors, on vous rappelle aujourd'hui une très belle journée au programme avec notamment à 10h une course de la série Porsche Challenge Coupe Canada. À 11h15, on va avoir une course de la Coupe Nissan Micra.
Évidemment, le moment fort de la journée aux alentours de 14 h, la série NASCAR Pinty's et qui sera présentée en direct sur les ondes de RDS. Mais on vous suggère d'être ici avec nous pour contempler les prouesses de la vingtaine de pilotes en piste. Et la série Prototype Challenge seront de retour aux environs de 16h15 pour compléter ce merveilleux week-end de la 48e édition du Grand Prix de Trois-Rivières. Et je vais ouvrir une parenthèse à propos des pneus. Je vais juste continuer pour les gens qui étaient ici hier. Ceux qui ont vu la qualif de NASCAR hier, vous avez vu, les pilotes rapides sortent, font un tour pour monter les pneus en température et après ça, ont un ou deux tours rapides et après ça, ils arrêtent. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils partent avec des pressions relativement basses et pendant le tour de chauffe, on monte la température, on monte la pression, on ajuste effectivement, on ramène la suspension à son point idéal et après ça, on fait deux tours rapides et après ça, on rentre parce que maintenant, le pneu a perdu son meilleur après deux tours. La clé, c'est de partir quand vous sortez des boxes avec la bonne pression et de rouler à la bonne vitesse durant votre tour de chauffe pour avoir un pneu idéal pendant le tour de qualification ou le tour et demi ou les deux tours de qualif. Allez, puis ça, c'est toute une science et c'est là encore que les secrets des yeux sont gardés par les chefs d'équipe et ils n'en parlent pas de déclaration de pression. Alors, j'invite les gens également qui sont ici avec nous aujourd'hui à aller faire une petite balade dans les puits. Alors, on sait, les puits qui sont accessibles à tout le monde. C'est toujours intéressant d'aller contempler les voitures de près. Vous allez pouvoir voir notamment là, les prototypes challenge qu'on voit présentement sur le circuit. Allez voir ça, allez rencontrer les pilotes et les équipes dans les puits. Allez voir les voitures de près. Et c'est toujours agréable, Marc, justement, de découvrir de nouvelles séries de voitures, mais également de nouveaux pilotes qu'on n'a pas l'habitude, que c'est pas... tu sais, vous savez, comme NASCAR, eh bien, on a quand même... on est alimenté par les médias traditionnels qui nous donnent des informations sur les Kyle Busch, les Dale Earnhardt. Mais les Kenton Carr, les Colin Thompson, eh bien, on n'en entend pas toujours parler. C'est toujours intéressant d'aller voir les voitures de près, aller sur Internet, sur Facebook, aller contempler là, justement là, les pilotes, aller découvrir de nouveaux talents. Kenton Carr, quand on va sur son site Internet, on se rend compte que le jeune pilote il est bourré de talent, mais il y a plus qu'un championnat dans la poche. Là, ça fait des années qu'on compétitionne, que ce soit en karting ou avec Skip Barber, l'Académie. C'est toujours intéressant pour parfaire ses connaissances. Alors, je vous invite à aller découvrir dans les puits les voitures et les pilotes, notamment Prototype Challenge. Et si vous voulez voir des bijoux, il y a aussi des Porsche GT3. Oh oui. Alors, les équipes qui peaufinent ces voitures-là, qui sont très belles, très propres, et comme vous allez voir en piste, là, toutes des belles voitures identiques, achetées, prêtes à courir de ces Porsche. Hein. Porsche fait beaucoup d'argent à vendre des voitures de course de différentes catégories, prêtes à courir et mener des séries au niveau mondial, des séries nationales et une série européenne et un championnat mondial avec une coupe, une grande finale quelque part au monde en fin de saison. Alors, ça produit des jeunes pour leur équipe et pour leur équipe de course et, ma foi, pour les équipes des autres aussi de temps en temps. Alors, un peu de travail pour notre meneur Kenton Carr avec des voitures retardataires. Un peu de travail, mais somme toute passablement facile pour justement le pilote de la voiture numéro 8 qui a un bon 11 secondes d'écart sur la deuxième position. Alors, ça a été dommage au départ, le contact avec Kyle Mason, parce que Mason aurait été un sérieux prétendant à la victoire et un adversaire redoutable, assurément, à Kenton Carr. Alors, pratiquement 11 secondes d'écart avec la deuxième position. Kenton Carr, walk in the park jusqu'à présent. Maintenant, ça va bien, mais moi, ce que j'aime bien voir, c'est la petite voiture blanche. La petite Mazda blanche, ce qu'on voit maintenant très bien, et qui chauffe les fesses de Colin Thompson et qui attend l'erreur. Alors, Colin Thompson est un bon pilote, un jeune, mais un jeune très prometteur qui court beaucoup. Donc, il a beaucoup de temps de volant et ces gens-là ont tendance à ne pas faire d'erreur. Regardez, il se sert de toute la route. Il fait tout ce qu'il devrait faire comme il le faut. Mais par contre, le 7, lui, il dit j'attends. Puis peut-être en fin de course, il va me rester quelque chose et je vais pouvoir l'attaquer, mais juste en fin de course, quand il va être le plus fatigué dans la grosse voiture. Parce que la grosse voiture, la LMP3, est plus lourde,
est plus physique à conduire, surtout quand vous brassez, quand vous frappez les bosses et quand vous prenez des virages serrés. Freinage fort, virage serré et grosse accélération. Ça a eu son homme après. On a une belle lutte pour la deuxième position entre Colin Thompson et la voiture numéro 7 de Chris Wright. Et la plus belle vue qu'on peut avoir, eh bien, c'est Gary Thompson dans la voiture 13 qui est là, lui qui est tout juste derrière la voiture numéro 7 en 4e position et qui regarde cette bataille. Mais Thompson qui semble vouloir lui aussi participer à la fête et vouloir danser avec Chris Wright. Regardez bien les deux voitures là. Il va l'essayer au bout de la ligne droite, c'est certain. Regardez, voilà. Non. Il a décidé, regardez, c'est sec sur la ligne de freinage et c'est mouillé à l'intérieur. Et ça veut dire que tu ne peux pas freiner aussi fort. Donc, on savait qu'au bout du Carmel, là, c'est particulier. Hein, Oui, mais surtout, c'est mouillé à l'endroit où tu essaies de freiner plus fort pour doubler le pilote devant toi. C'est pas le bon moment. Alors, Wright, la voiture numéro 7, a fait la bonne chose. Oh! Hey, aïe, Chris Wright. Alors, pas de dommage, mais ça vous donne une idée de à quel point il était proche de sa limite. Il était complètement à sa limite pour suivre Thompson. Alors, regardez bien. En accélérant. Non, juste en fin de freinage, il a frappé une bosse et il s'est mis en travers et après ça, c'était impossible. Et regardez comment heureusement, Gibson a réussi à éviter la voiture numéro 7. Alors, Chris Wright, comme un grand, malheureusement, perd de précieuses positions. On se retrouve en 4e place jusqu'à présent, mais pour ce que j'aime, c'est que là, Gibson n'a pas d'obstacle devant lui pour aller rejoindre Thompson, c'est-à-dire la 13, la petite Mazda qui va rejoindre Colin le 14, exactement cette voiture-là. Là. Et regardez comment il y a des bosses, hein, les voitures sautent dans les airs, dans les bosses. Ça, c'est est-ce que c'est le premier? Ça, c'est la voiture numéro 8 de la P1 Motorsport de Kenton Koch qui a presque 12 secondes sur Colin Thompson à la voiture numéro 14, Kelly Moss Road and Race, qui est en 2e place. Thompson présentement. Alors qu'on retrouve Gary Thompson dans la voiture numéro 13 en 3e position. Alors, Gibson qui nous aurait donné un bon spectacle, d'après moi, avec Chris Wright pour s'en venir doubler la voiture numéro 7 dans les prochains instants. Et malheureusement pour Wright, on a échappé la voiture. Il vient de tourner justement dans les 1.07 Chris Wright. Et c'est le premier... Non, c'est pas le premier pilote. Tout le monde est rendu quasiment. Là, les 4 premiers sont rendus dans le 1.7. Donc, les temps commencent à baisser, les pneus commencent à chauffer un petit peu, monter en pression, et la voiture va de plus en plus vite. Mais Marc, on l'a oublié. Oui. Au début de l'épreuve, Kyle Mason, ça a cogné avec Kenton Koch. On était dans les puits, on travaillait sur la voiture, on est revenu en piste. On l'oublie, lui, Kyle Mason, le 18. Mais... une 3,755 pour Kyle Mason qui est revenu en piste. Oui. C'est le meilleur temps jusqu'à présent, alors que les voitures en avant, là, on tourne dans les 1,7. On a Naj Hussein dans la voiture numéro 3 qui a tourné 1,5. Eh bien, Kyle Mason, lui, on est loin derrière, évidemment, parce qu'on a plus de 5 tours de retard sur notre meneur. Eh bien, on est quand même à 1,3,755. Alors ça veut dire que pour la prochaine course en fin de journée, Kyle Mason, il va être à surveiller. Une chose qui est certaine aussi, c'est que la voiture a été réparée comme il faut, parce qu'elle fonctionne très bien. Une 3, imaginez, c'est extraordinaire. Mais moi, ce que j'aime aussi, c'est que la température se réchauffe peut-être un peu, mais les pneus se réchauffent. On le répète, ils montent en température, et ils deviennent un meilleur ressort pour tous les réglages, tous les réglages de la voiture. Et la voiture est de plus en plus rapide. Alors, on va rejoindre notre ami André. Mais on est chanceux lors de cette épreuve. C'est le calme plat dans les puits. Moi, je vais en profiter pour donner un coup de chapeau à tous les bénévoles. Dominique Fugère qui peut compter sur des centaines et des centaines de bénévoles. On les voit dans les puits, dans les aires de stationnement, au protocole, à la salle de presse. En fait, ils sont omniprésents et c'est grâce à eux si nous avons un Grand Prix de Trois-Rivières. Alors, coup de chapeau à toute l'équipe de Dominique Fugère et du président Joël Saint-Pierre. Ah, merci, André. Oui, je me joins à toi et à toute l'équipe ici
à la présentation télévisuelle pour souligner l'excellent travail des bénévoles et de toute l'équipe du Grand Prix de Trois-Rivières qui, année après année, nous donne un excellent spectacle et un événement unique au monde. Le Grand Prix de Trois-Rivières qui est parmi les plus grands événements mondiaux de ce type oui. C'est incroyable. Et chaque année, on revient avec le même groupe de communication, les mêmes annonceurs, les mêmes journalistes. C'est comme un rendez-vous de famille tous les ans de venir à Trois-Rivières. Et puis moi, je viens à Trois-Rivières ici aux courses depuis 1967. C'est vraiment pas mon premier barbecue, mais ça a toujours été la course où tu voulais venir et la course dans laquelle tu voulais participer. Même si tu n'avais pas des bons freins sur ta voiture, dans le temps, j'avais des tambours en arrière sur la Mustang. C'était pas terrible, mais on venait aux courses. Mais quand on dit que c'est particulier, Trois-Rivières, c'est particulier aussi, c'est un peu... Il y a comme un aura autour du Grand Prix de Trois-Rivières. Et si vous vous rappelez, vendredi matin, quand on s'est serré la pince en début de programme, on annonçait de la météo vraiment pourrie tout au long du week-end. On annonçait de la pluie, puis c'était très, très pessimiste comme prévision. Mais pourtant, jusqu'à présent, on a eu quelques petites précipitations vendredi en fin de journée et hier. Mais aujourd'hui, on annonce un beau dégagement et on va avoir du soleil. On a du soleil toute la fin de semaine. Et ça, c'est Dominique qui est très bien branché avec d'abord la ville, les gouvernements, les niveaux de gouvernement et avec le grand régisseur en haut, dans le ciel, qui lui s'est occupé de nous donner du beau temps malgré les prévisions. Alors, bravo encore une fois. Je me rappelle la première année que Dominique était ici, ça avait été l'inondation. Je me rappelle oui, on se rappelle. Il était tombé des pouces et des pouces d'eau. Heureusement, aujourd'hui, il fait beau. Mais regardez, il y a encore des places où la piste est humide. Donc, on a encore besoin de quelques degrés là, et de bon soleil pour assécher la piste complètement. Vous parliez de Dominique qui était bien branché. Moi, ce que j'avais entendu dire pour la météo ce week-end, c'est que la centaine de bénévoles s'étaient tous consultés, avaient tous mis leur chapelet sur la corde à linge. Ah, d'accord, OK. Oui, la force du nombre. Oui, une autre méthode très efficace. Alors, la 8 qui a, 16 secondes pratiquement d'avance sur la deuxième position de Colin Thompson. Et regardez, là, on va voir la distance, alors qu'on a vu la voiture numéro 8 de notre meneur passer. Regardez, voilà notre deuxième, Colin Thompson, avec le T sur le museau avant de la voiture. Wow! Et Gary Gibson, le 13, qui est juste derrière et qui, moi, j'aurais cru qu'il serait revenu sur Thompson, la voiture 14, mais malheureusement, il n'a pas l'air d'être capable de le faire. Et on voyait tout à l'heure l'endroit où il y a une bosse et toutes les voitures lèvent des 4 roues dans les airs. Ça, c'est dur sur le coup du pilote parce que ça donne un énorme coup. Ça donne un coup à la suspension aussi. Heureusement, tu ne vas pas vite, alors il n'y a pas d'appui aérodynamique énorme qui rabat la voiture sur le sol. Mais tout de même, tu le sens dans le cou, tu le sens dans les épaules, dans les bras et les mains. Mais Marc, vous, étant une sommité dans le monde de la course automobile, pouvez-vous nous amener un peu sur... voyez-vous le devant de la voiture, notamment celle de la 8 en avant, là, le museau de la LMP3 qui est légèrement arrondi vers l'intérieur. Oui. Mais l'autre, il y a d'autres voitures LMP3, notamment la 14 de Colin Thompson, on n'a pas le même museau en avant. C'est parce qu'il y a deux marques de voitures. Ça, c'est une Norma et il y a aussi des Ligier. Ce sont deux voitures bâties aux mêmes spécifications. Intentionnellement, c'est des voitures qui ne coûtent pas cher, mais on n'a pas toujours les mêmes solutions aérodynamiques. Parce que l'aérodynamique, là, c'est tout l'avant de la voiture, les ailerons, les trous qui permettent à l'air de rentrer et on dirait qu'il y a comme une pente. Vous voyez qu'il y a un creux, là, c'est concave en plein centre. Et ça, c'est la solution Norma. La solution Ligier, on va attendre de voir une Ligier. Et vous allez voir que c'est pas tout à fait la même chose. Mais celle-là, elle ressemble beaucoup au LMP2 que Norma bâtit. Oui, là encore, regardez, vous voyez, le nez, lui, n'est pas concave. Et je m'excuse, j'essaie de voir le numéro, voir quelle marque de machine c'est, mais c'est la différence entre les deux machines. Bien, ça, c'est la Norma, la voiture numéro 14 qu'on voit à l'écran, avec le T sur le museau, c'est Colin Thompson. Oui, c'est une voiture Norma M30. On a seulement deux voitures Norma dans le peloton, la 14 de Colin Thompson et la 47 de Garrett Cleggen.
Toutes les autres LMP3, ce sont des Ligier. Alors, Oui. les deux manufacturiers français, je crois. Oui, oui, c'est tous des manufacturiers français, oui. Alors, moteur préparé en France pour les Mazda 4 cylindres. Moteur préparé en France aussi pour les... pardon, oui. On nous montre là, présentement le Canton Koch avec le devant arrondi, là, Oui. la voiture Ligier là, qu'on vous parlait. Oui, et vous avez des entrées de radiateurs en avant et sur les côtés pour l'air qui va refroidir les freins quand on en a besoin et surtout les radiateurs d'huile et les radiateurs d'eau qui sont de chaque côté de la voiture. Oui, c'est un exercice français en termes de manufacturier pour cette série-là. Et on choisit surtout le fait que c'est des machines qui coûtent 250 000 $. Donc, ça paraît un gros prix, mais c'est un prix qui est pas délirant pour les pilotes. Alors, Gibson se rapproche. Oui, ben oui, voyons. Puis Chris Wright aussi. Là. Chris Oui. Wright, solide remontée. Oui. Parti en dérapage. On a dû... Hey, wow! Très, très belle remontée de Chris Wright qui est de retour dans la course, en parenthèse, on pourrait dire, en 4e position. Alors là, Thompson, on va avoir un peu de travail à faire, je crois, dans les dernières minutes de l'épreuve, avec un peu plus de 8 minutes à courir. Et on parlait en tout début que c'est des voitures d'endurance, mais aujourd'hui, une course d'endurance, il n'y en a plus de course d'endurance. C'est des sprints. Ces courses-là, même si ça dure 45 minutes, c'est absolument à fond pendant 45 minutes. Et regardez... Il y a Carl Mason aussi là, dans la voiture 18. Il y a plusieurs tours de retard, mais qu'à cela ne tienne, on vient prendre la place à Chris Wright. Et regardez, là, oh, wow, Carl Mason, toute une performance de pilotage. Il a fait une erreur. Là. Il est allé trop large et puis il s'est fait une chaleur. Là. Il avait oublié que c'était peut-être un peu glissant, cet endroit-là. Mais là, la voiture qui est devant lui, les voitures qui sont devant lui maintenant vont probablement s'écarter parce qu'ils savent qu'il y a plusieurs tours derrière, donc ça ne sert à rien de s'entêter. Alors, on rejoint notre ami André immédiatement. Le 77 d'Howard Jacobs s'est arrêté au puits. On a entre autres retiré les deux pneumatiques avant. Et là, on s'affaire au niveau du moteur. À vous, messieurs. Alors, merci André. Petite journée jusqu'à présent pour vous dans les puits. Pas trop d'action. C'est somme toute positif pour les pilotes. Alors qu'on voit là, Kyle Mason qui... Oui. On le laisse aller parce qu'on a quelques tours de retard pour Mason, mais on pousse la machine au maximum. On n'a pas dit son dernier mot, même si on a plus de 5 tours de retard sur le meneur. Et puis là, en le laissant passer Mason, Thompson ici a comme ouvert la porte et regardez qu'il fait l'intérieur parce qu'il a ralenti et puis il perd 2 positions. Wow! Est-ce qu'on aurait connu quelques ennuis sur la voiture 14? Mais on va surveiller ses chronos, mais je pense, et je ne sais pas, on va aller voir, on va aller aux nouvelles, on va le savoir pour la course de cet après-midi, mais est-ce qu'il a baissé les bras, est-ce qu'il est fatigué? On va surveiller ses chronos. Maintenant, il a fait un 1-6. Pardon, Thompson a fait un 1-9 presque, OK? Et c'est Koch qui est rendu dans les 1-6. Koch, qui lui est déjà rendu à la course de cet après-midi avec plus de 22 secondes d'écart. Et Retty, le monsieur qui est à la retraite là, de 70 ans, lui, 1-4. Donc, tout le monde commence à rouler de plus en plus vite. Et cet après-midi, quand on va faire la course, j'espère qu'il va faire beau et chaud. Alors, surveillez la voiture numéro 7 de Chris Wright dans le pare-choc arrière de la voiture numéro 13 de Gary Gibson. Alors, une belle bataille qui se dessine entre ces deux pilotes. Avec un peu plus de 6 minutes à faire dans cette première épreuve de la journée. La 7 de Chris Wright qui est très rapide et qui est parvenu à remonter le peloton pour reprendre sa position après avoir connu quelques ennuis en début d'épreuve. Regardez bien la sortie de la porte du Plessis. On est très rapide, les deux voitures. La 13 de Gibson en 2e place et la 7 de Chris Wright en 3e. Malheureusement pour Colin Thompson, on a dû laisser passer les deux voitures MPC à 4 cylindres. Alors la LMP3 numéro 14 qui est maintenant en 4e position, tout juste devant la voiture numéro 3 de Naj Hussain. Pour le Canadien de Edmonton, Razzle Dazzle Stefan Radzinski. On est maintenant en 6e place avec un bon temps jusqu'à présent, 1:08.723. C'est encore très loin du meilleur chrono
de cette course avec une 3,341 pour Kyle Mason. Carl Thompson, lui, Colin Thompson, qui était bien placé, qui roulait deuxième, mais était rendu quatrième, il tourne dans les 1,10. Je soupçonne des problèmes de frein. Probablement qu'on va devoir procéder à quelques réglages supplémentaires du côté de l'équipe numéro 14 de Colin Thompson en vue de la deuxième finale prévue en fin de journée ici à Trois-Rivières aujourd'hui. Alors que du côté de Chris Wright, on laisse filer quelque peu Gibson à la sortie du virage. Gibson dans la voiture numéro 13 qui a eu légèrement l'avantage. Mais Chris Wright, on n'a pas dit son dernier mot avec un peu plus de 4 minutes à faire dans cette finale. Oui, alors, c'est le moment de vérité. Et ça va être sérieux. Regardez le 7. Le 7 montre des signes d'agressivité. Il ne pourra pas doubler ici. Pas de place. Smokey and the Bandit. On court après la voiture numéro 13 pour Chris Wright. Oh, on pousse un peu trop la voiture à la sortie du virage. Oui, et en fait, ce qui est arrivé, ce que vous avez de décrire, là, ça a enlevé l'opportunité pour la 7 de passer le virage numéro 1 à l'intérieur et de doubler le gars devant lui. Et là, il va être obligé d'attendre à la fin, dans le virage 6, après la porte du Plessis. Et ça va dépendre de comment il sort du virage. Alors, on le surveille. Il arrive à la porte du Plessis. Et le voilà. Alors, bien passé. Les deux semblent bien passer, mais il y a trop d'écart. Il aurait fallu que Wright, sur la voiture numéro 7, sorte nettement mieux du virage, ce qu'il n'a pas fait. Donc, il ne sera pas capable de doubler au bout de la ligne droite. Pendant ce temps-là... Là, tout juste devant la voiture numéro 13, on a la voiture numéro 38 de Stephen Dawes qui lui accuse quelques tours de retard. Est-ce que ça permettrait à Chris Wright de se rapprocher davantage de la numéro 13? Bien là, Wright va certainement doubler le 38 et va se ramasser juste derrière l'autre voiture. Et Gibbs, Oh, Gibson, regardez la voiture numéro 18. Oh! Stephen Dawes, on a sorti. Et encore une fois, au même endroit, Chris Wright qui laisse aller la voiture. Oh, on est très amer dans la voiture numéro 7. On s'est fait piéger au même endroit. Allons voir à l'entrée du virage. On applique les freins légèrement et... Bye! Et ça, c'est parce qu'il voulait absolument sortir mieux que le 13 devant lui et ça n'a pas marché, malheureusement. Alors, regardez, ça, c'est Thompson qui passe et qui passe au ralenti. Là. Thompson, il y a des problèmes. On va trouver quels sont les problèmes pour cet après-midi. Chris Wright, on n'a pas appris de ses erreurs parce que c'est au même endroit précédemment dans l'épreuve qu'on a commis la même bourde. Oui, vous dites ça, mais moi, ce que j'aime, c'est qu'il n'avait pas lâché. Il voulait encore aller chercher. C'est comme, je me rappelle, à Dijon, il y a bien longtemps, quand Gilles Villeneuve avait joué avec les nerfs de René Arnoux. Moi, je me rappelle Gilles qui disait ici, là, je m'étais fait doubler par l'autre Français sur la Renault, mais me fait doubler par René Arnoux. Non. Et puis, c'est pour ça qu'il avait décidé de faire l'extérieur dans le virage numéro 1, puis tout ça. Et c'était... Non, il ne passera pas le petit. On peut voir toute la hargne et oui. Justement, parlant de hargne, Compton Cock, notre meneur, qui lui en a assurément beaucoup d'hargne parce qu'on pourrait relaxer et mettre la voiture sur le cruise control, mais non, on continue de s'en aller à fond la caisse avec pratiquement 30 secondes d'écart alors qu'on a la voiture numéro 3, le Nage Sain immobilisé. Oh, on était en 4e position. Allons donc voir ce qui s'est passé. Bon, on vient d'avoir la preuve là, que Thompson, c'est un problème de frein, puis il vient de se faire... Nassin s'est fait accrocher, mais Thompson s'est fait doubler par du monde, et puis tout à coup, voyons, au dernier tour, imaginez les problèmes avec la machine, mais il va certainement revenir plus tard. Mais Thompson, pendant ce temps-là, ce qu'on voyait, c'était des problèmes de frein. Et comme l'an passé, il se passe toutes sortes de choses dans les derniers tours dans cette série-là. Je trouve ça absolument extraordinaire. Et on est dans les dernières secondes de l'épreuve. On va probablement compléter ça dans les prochains passages. Alors, beaucoup d'actions à prévoir, encore une fois, pour les différentes épreuves de la journée. On vous invite à demeurer avec nous jusqu'à la toute fin. Parce que oui, le moment fort du week-end, c'est la course de la série NASCAR Pinty's à 14h.
Mais les voitures Prototype Challenge, elles, vont clôturer ce week-end et cette 48e édition du Grand Prix de Trois-Rivières tout juste après la série NASCAR Pinties. Alors, on vous invite à rester avec nous jusqu'à la toute fin. Et on espère justement, on vient de voir le tour le plus rapide, c'est Kyle Mason qui l'a fait à 1:03,341 pendant qu'on a le drapeau. Donc, ça promet pour la course de cet après-midi. Oui, la victoire au numéro 8 de Kenton Koch. Alors, 1:03,341 pour Kyle Mason. On est très près de du meilleur temps de Kenton Koch du week-end de 1:02,302. Alors, ça promet pour la dernière épreuve du week-end cet après-midi. Alors, victoire sans équivoque. Une balade dans le parc en ce dimanche matin. Alors, Kenton Koch qui a probablement amené avec lui dans la voiture les toasts, les œufs et le jus d'orange. On a été vivement incommodé dans la voiture, à part dans le premier tour où on a connu un petit contact avec la 18 de Mason, mais non, ça a très bien été pour notre meneur d'un bout à l'autre de cette épreuve. Et on est heureux, on salue la foule ici à Trois-Rivières. Foule qui sera très nombreuse tout au long de la journée. Une très belle journée qui s'annonce pour les amateurs de course automobile ici à Trois-Rivières. Allons donc voir les moments forts de cette première finale de la journée. Tout un départ, mesdames, messieurs, à 4 voitures de large à l'entrée du virage 1. Et c'est là que ça n'a pas pardonné pour 2 voitures, notamment la 18 de Kyle Mason qui s'est fait coincer dans le mur, mais également la 72 de Tazio Otis. Otis qui a connu un week-end difficile jusqu'à présent ici à Trois-Rivières. Au freinage, le 38 de Stephen Dawes qui a appris à la dure les rouages du circuit. Donc on a connu quelques petites escarpettes entre la 3 de Nage Seine. On a eu une belle bataille entre la 13 de Gibson et la 17 de Razzle Dazzle Razinski. Première présence à Trois-Rivières dans une voiture LMP3 pour Razinski qui a très bien fait avec un top 5. Alors que Chris Wright aura connu des ennuis à l'entrée des virages alors qu'on poussait la machine au maximum. Malheureusement pour lui, on a échappé sa monture, mais on a parvenu à remonter plus d'une fois à l'avant pour se battre. Alors, vous voyez là, la deuxième fois qu'on s'est fait prendre dans le même virage. Et à la toute fin, le contact avec la numéro 3 de Nage Seine qui, malheureusement, va compléter cette épreuve avec le drapeau jaune. Drapeau quadrillé, la victoire sans équivoque du numéro 8 de Kenton Koch. Alors, notre grand vainqueur, le numéro 8, Kenton Koch, suivi du 13 de Gary Gibson. On complète le podium avec la 14 de Colin Thompson. En 4e position, le numéro 7 de Chris Wright. Le Canadien Stephen Razinski qui vient le top 5. Stuart Reddy en 6e. Nage Seine en 7e position. Matthew Dickon, le pilote de la voiture numéro 4, en 8e. On trouve Garrett Klitschin en 9e place. Jay Salmon en 10e. À la 11e position, on retrouve Stephen Dawes. Kyle Mason qui complète en 12e.